très rapidement ce que j'ai vu la dernière fois avec vos camarades, à savoir la manière dont la technique moderne va totalement transformer notre rapport à ce que les anciens appelaient la nature, alors que la technique traditionnelle préservait l'autonomie des forces naturelles et au fond ne faisait qu'accompagner les forces, les énergies naturelles pour produire. La technique moderne va consister à extraire l'énergie et à manipuler la matière. C'est ce qu'un philosophe qui s'appelle Heidegger va appeler la provocation. Le concept de provocation chez Heidegger, c'est précisément le fait d'arracher à la nature son énergie naturelle, son potentiel de création. Et donc, la vieille nature, celle que les Grecs pouvaient connaître à l'époque de l'Antiquité, du Moyen Âge, va disparaître au tournant du XVIIe siècle avec la modernité, pour être remplacée par une nature qui n'est plus que de la matière en mouvement. Vous avez besoin de... C'est bon. Alors, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'environnement et plus de nature. La nature, c'est ce qui est indépendant de l'être humain. L'environnement, c'est ce dont l'être humain est le centre. C'est ce qui nous environne. Voilà en gros ce que j'avais expliqué à vos camarades la dernière fois. Deuxième partie de ce cours sur le respect de la nature. La beauté naturelle permet-elle de fonder le sentiment de respect pour le vivant? La beauté naturelle permet-elle de fonder le sentiment de respect pour le vivant? Donc la question que nous allons explorer est de savoir si l'admiration que nous pouvons éprouver pour la beauté naturelle, le plaisir que nous pouvons avoir à contempler la nature, est suffisant pour qu'on puisse parler de sentiment de respect à l'égard de la nature. Peut-on fonder ce sentiment sur la beauté? On peut d'abord commencer par se demander si ce que nous appelons beauté naturelle est véritablement naturel. Qu'appelons-nous beauté naturelle, beauté de la nature? On va lire un texte ensemble d'Oscar Wilde, le fameux romancier et dramaturge irlandais, il me semble. Il me semble qu'il est irlandais. Il a fait ses études à Oxford, mais ça ne suffit pas pour en faire un anglais. Il est né à Dublin, Dublin 1854, Royaume-Uni. Alors effectivement, hein, la colonisation britannique. Donc, il est irlandais. Le déclin du mensonge est un texte qui est un dialogue qui date de 1891, texte dans lequel Oscar Wilde va exposer ses conceptions esthétiques et dans lequel il va se demander si l'art imite la nature.
Et la thèse d'Oscar Wilde, c'est que c'est la nature qui imite l'art. C'est la nature qui imite l'art. Donc il y a deux personnages, Cyril et Vivienne, et c'est Vivienne qui, on va dire, incarne le point de vue d'Oscar Wilde. Cyril. La nature imite alors le peintre paysagiste et s'inspire de lui pour en tirer ses effets. Vivienne. Certainement. D'où viennent, si ce n'est des impressionnistes, ces magnifiques brouillards bruns qui se faufilent dans nos rues, estompent les lampes à gaz et transforment les maisons en ombres monstrueuses. À qui, sinon à eux et à leurs maîtres, devons-nous les brumes argentées qui couvent sur notre fleuve et se transforment en forme pâle de ponts courbés et de barges qui se balancent sur les flots avec grâce? Le changement extraordinaire qui a eu lieu dans le climat londonien au cours des 10 dernières années est entièrement dû à cette école d'art particulière. Vous sauriez considérer la question d'un point de vue scientifique ou métaphysique et vous verrez que j'ai raison. Car qu'est-ce que la nature? La nature n'est pas une grande mère qui nous a donné le jour. Elle est notre création. C'est dans notre cerveau qu'elle s'anime. Les choses sont parce que nous les voyons. Et ce que nous voyons, et comment nous le voyons, dépend des arts qui nous ont influencés. Il est différent de regarder une chose et de voir une chose. On ne voit rien tant qu'on n'a pas vu sa beauté. C'est alors, et seulement alors, qu'elle naît. À l'heure actuelle, les gens voient des brouillards non parce qu'il y a des brouillards, mais parce que des poètes et des peintres leur ont enseigné la beauté mystérieuse de tels effets. Il y a peut-être eu des brouillards pendant des siècles à Londres. J'ose dire qu'il y en a eu. Mais personne ne les a vus, et nous ne savons donc rien à leur sujet. Quand l'art sera plus varié, la nature le sera sans doute aussi. Qu'elle imite l'art, je ne pense pas que même son pire ennemi le nierait maintenant. C'est la seule chose qui lui permet de rester en contact avec l'homme civilisé. Mais ai-je prouvé ma théorie à votre satisfaction? Donc, qu'explique Oscar Wilde dans ce petit texte? Wilde va défendre la thèse selon laquelle ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais c'est au contraire la nature qui imite l'art. On peut se demander comment c'est possible. Comment l'art peut-il imiter la nature? On peut le comprendre, on peut le concevoir. Comment la nature peut-elle imiter l'art? On ne le comprend pas. Que dit le personnage de Vivienne dans Le déclin du mensonge? Il explique que notre manière de percevoir ce qui nous entoure est influencée, instruite, déterminée même, par le rapport que nous entretenons à l'art. C'est la représentation artistique de la nature qui crée la nature. Et il dit de manière assez marrante, c'est pas parce qu'il y a des brouillards à Londres qu'il y a des impressionnistes, c'est parce qu'il y a des impressionnistes qu'il y a des brouillards à Londres. Autrement dit, avant il y avait des brouillards à Londres, personne ne s'en inquiétait, tout le monde trouvait ça normal. Et maintenant qu'il y a des peintres impressionnistes qui vont peindre le brouillard à Londres, tout le monde voit le brouillard à Londres. Tout le monde se dit ah mais c'est fou, il y a du brouillard maintenant. Okay. Et ça peut faire penser à un. Alors c'est pas exactement la même chose si vous voulez, mais ça peut faire penser à une remarque de Kant dans la critique de la faculté de juger. Kant va dire la chose suivante: pour un marin grec de l'Antiquité et pour un navigateur britannique, en gros, hein, c'est pas du tout la même chose de regarder le ciel. Parce que le ciel des Grecs, ce n'est pas le ciel, ce n'est plus le ciel d'après Newton. On regarde, on voit, c'est effectivement le même ciel, si vous voulez. Physiquement, c'est le même ciel. Mais pour nous, ce n'est pas le même ciel que dans l'Antiquité. Parce que notre représentation de l'espace a changé.
On sait que maintenant les étoiles, c'est pas des dieux, ce sont des soleils. On sait qu'il y a des planètes autour de ces soleils, etc., etc. Et donc notre manière de voir la nature est bouleversée en fait par non seulement l'art, mais par la science. Alors, un de vos camarades m'avait posé très justement cette question, au lieu de se tenir quoi, comme vous le faites. Il s'était posé la question de savoir, oui, mais que fait l'artiste? Quel rapport entre l'artiste et la nature? Ben, c'est une très bonne question. Parce que si pour nous, public très peu artistique, incapable de peindre, incapable de faire de la littérature, si pour nous, effectivement, on peut dire que la nature imite l'art, pour le véritable artiste, il s'agit justement de voir la nature, d'imiter la nature. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le génie de l'artiste, il est précisément dans le fait qu'il est le seul à percevoir la nature et à inventer, donc, de manière originale, une forme nouvelle pour la représenter. Donc en fait, la beauté de la nature n'est pas dans le regard de l'artiste ou du public, elle est peut-être dans la nature elle-même. Et à ce moment-là, la nature deviendrait digne de notre admiration. C'est la question que Kant va se poser dans la critique de la faculté de juger. Est-ce que tout le monde a en tête L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci? Vous savez, cet homme. Voilà, exactement. Okay. Oui, d'accord. Ça va nous être utile pour discuter de la suite des opérations, et en particulier la distinction que Kant va faire entre deux types de beauté. Donc on va lire ce texte de Kant, tiré de la critique de la faculté de juger, dans lequel Kant va expliquer la différence entre ce qu'il appelle la beauté libre et la beauté adhérente. La beauté libre et la beauté adhérente. Donc cette distinction, vous la trouvez au paragraphe 16, à l'alinéa 16 de la critique de la faculté de juger. Il y a deux espèces de beauté, la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne suppose nul concept de ce que doit être l'objet. La seconde suppose un tel concept de ce que doit être l'objet, ainsi que la perfection de l'objet par rapport à ce concept. Des fleurs sont de libre beauté de la nature. Ce que doit être une fleur, le botaniste est à peu près le seul à le savoir, et même celui-ci, qui sait y voir l'organe de la fécondation de la plante, ne tient aucun compte de cette fin naturelle quand il porte sur elle un jugement de goût. Au principe de ce jugement, il n'y a donc nulle perfection d'aucune sorte, aucune finalité interne
à laquelle se rapporterait la combinaison du divers. De nombreux oiseaux, le perroquet, le colibri, l'oiseau du paradis, l'oiseau de paradis, pardon, une foule de crustacés de la mer, sont en eux-mêmes des beautés qui ne se rapportent à aucun objet déterminé quant à sa fin d'après des concepts, mais qui plaisent librement et pour elles-mêmes. Seule la beauté d'un être humain, la beauté d'un cheval, d'un édifice, comme une église, un palais, un arsenal ou un pavillon, suppose un concept de la fin qui détermine ce que la chose doit être, par conséquent un concept de sa perfection, et correspond donc à de la beauté simplement adhérente. Alors que veut dire Kant? Kant va distinguer donc deux concepts de beauté, la beauté libre et la beauté adhérente. Qu'est-ce que c'est que la beauté adhérente? On va commencer par là. La beauté adhérente, c'est la conformité de la forme d'une chose, la forme d'un être humain, la forme d'un cheval, la forme d'un édifice. C'est la conformité de sa forme à son concept. Autrement dit, la beauté adhérente correspond à une norme prédéfinie de beauté. Un idéal de perfection qui est lié à un concept. Par exemple, la beauté d'un corps humain doit correspondre, et c'est en fait cela, l'homme de Vitruve, la beauté d'un être humain doit correspondre à une norme, si vous voulez, de proportion. Et tout corps qui dérogerait à cette norme serait jugé laid. C'est ça le concept de beauté adhérente. Autre exemple plus surprenant, l'édifice, l'église, le palais, l'arsenal ou le pavillon. Pour qu'une église soit une belle église, il faut savoir ce que c'est qu'une église. Autrement dit, il faut que la beauté de l'édifice soit conforme, si vous voulez, au concept qu'on se fait d'une église. Or, dit Kant, il existe une autre forme de beauté, ce qu'il appelle la beauté libre. Et qu'est-ce que c'est que cette beauté libre? C'est la beauté qui ne correspond à aucun concept prédéfini et qui plaît simplement par sa forme. Par exemple, alors c'est un peu cucul la praline, mais bon, ce sont les goûts de Kant, hein. Les fleurs et les oiseaux. Hein, on n'a pas besoin d'être botaniste ou ornithologue pour apprécier la beauté d'un oiseau. Oui. Non, ça veut dire que enfin, c'est pas tout à fait ça, si vous voulez. Ça veut dire que quand on apprécie, quand on juge de la forme d'un corps humain, par exemple, on le fait selon les lois de l'anatomie. Un corps humain qui ne respecterait pas ces lois, et en fait ses préjugés sur ce que doit être un corps humain, bah, c'est un corps humain qui est moche, quoi, si vous voulez. Quasimodo, il n'est pas beau. On peut dire ce qu'on veut, il n'est pas beau.
Euh, Bah aussi, puisqu'ils l'ont créé. Ils avaient une image de ce qu'il fallait faire, mais en gros, le principe de la beauté libre, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour se juger ça beau, si vous voulez. Alors que quand on crée un bâtiment, c'est toujours pour une finalité. Quand on crée un palais, quand on crée n'importe quoi, en fait, on le crée avec une idée derrière la tête, avec un concept, pour parler comme Kant, derrière la tête. Et il faut d'une certaine manière que l'objet d'abord remplisse la fonction de son concept pour ensuite être beau. Ok. Alors que pour une fleur, on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est que cette fleur pour savoir que c'est beau. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est exactement que cet oiseau pour savoir que c'est beau. Il y a même des créatures marines, dit Kant, dont on ne sait absolument pas ce que c'est, et on va trouver ça beau simplement parce que leur forme, leur couleur est plaisante. Et on n'a pas besoin, si vous voulez, de se dire ah ça c'est un beau saumon. Pour un saumon, il est beau. On se dit pas ça quand on regarde un documentaire sur les fonds marins. On se dit bah c'est beau quoi. Enfin c'est beau. On s'en fout de savoir ce que c'est quoi. C'est simplement beau. Pareil quand on est quand on se promène dans des champs ou dans des forêts ou dans des jardins, on se dit pas franchement, pour une orchidée sauvage de type je sais pas quoi, c'est vraiment une très belle orchidée sauvage de type je sais pas quoi. On se dit pas ça, on se dit simplement c'est beau, cette fleur est belle. Et on se fout de savoir, mais catégoriquement si vous voulez, d'avoir des notions de botanique ou d'ornithologie pour apprécier les fleurs et les oiseaux. Donc, ce que nous dit Kant, c'est que face à la nature, nous découvrons une telle variété de formes, une telle variété d'apparences, que nous pouvons en tirer du plaisir esthétique sans qu'aucune connaissance ne soit requise. Un de vos camarades m'a dit, monsieur, est-ce qu'il existe une laideur adhérente et une laideur libre? Puisqu'il existe une beauté libre et une beauté adhérente, est-ce qu'il existe quelque chose comme une laideur adhérente et une laideur libre? À quoi j'ai répondu, la laideur adhérente, je ne sais pas ce que c'est. Euh, En revanche, la laideur est fondamentalement libre. C'est-à-dire que la laideur, c'est précisément ce qui vient échapper à la forme, c'est ce qui est difforme, c'est ce qui ne correspond à euh, aucun concept possible. Alors, est-ce que vous connaissez ce très beau poème euh, de, que je trouve particulièrement plaisant à lire en plus? C'est une merveille. Euh, une charogne de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Vous avez jamais lu ça? Eh ben on va se faire ça. C'est un très grand poème d'amour. Donc, une charogne. Baudelaire. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point,
et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève, seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et là, ça devient vraiment romantique. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera des baisers, que j'ai gardé, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est qu'une charogne de Baudelaire? Une charogne de Baudelaire, c'est simplement euh, un couple qui passe à côté d'une carcasse, si vous voulez, qui est en train de pourrir au soleil, de grouiller de verre, il y a des mouches autour, etc. Et c'est ça le poème. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une laideur qui est naturelle. La laideur est dans la nature, si vous voulez. Ça me semble assez évident. Mais quelle est la caractéristique de la nature, qu'elle soit belle ou laide? C'est qu'elle est libre. C'est-à-dire qu'elle nous plaît ou nous déplaît, parce qu'elle échappe, si vous voulez, au concept par ses formes. La charogne, c'est quelque chose qui est informe, si vous voulez, qui avait la forme d'un chien ou d'une vache ou de je sais pas quoi, mais qui est tellement défiguré par la décomposition que ça ressemble plus à rien. Et euh, la beauté naturelle, c'est ça aussi, c'est-à-dire que quelque chose de véritablement beau dans la nature, ça ne ressemble à rien non plus. Plutôt, ça ne ressemble à personne. Je sais plus dans quel film c'est. C'est pas que tu ressembles à rien, c'est que tu ressembles à personne. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Euh, et c'est vrai que, et là aussi, je ne sais plus, il y a des, il y a mille et une manières, enfin, il y a une manière d'être beau ou belle, il y a mille et une manières d'être laid. La laideur a quelque chose de réjouissant parce qu'elle est variée, si vous voulez, alors que la beauté est stéréotypée. Or, en tout cas la beauté humaine, ce que dit, il n'y a qu'à regarder à Hollywood, hein, ils ont à peu près tous la même tronche. Or, ce que dit Kant, c'est que la beauté naturelle, au contraire de la beauté adhérente, la beauté libre, au contraire de la beauté adhérente, nous surprend sans cesse par l'infinité de ses formes. Et donc, il n'y a aucun concept de perfection, si vous voulez. Derrière la beauté libre, mais simplement le plaisir que va prendre l'imagination à contempler la nature. Alors, il y a des textes très intéressants, et assez marrants d'ailleurs, de Kant sur le tatouage, parce que c'est l'époque où on va commencer à explorer sérieusement l'Océanie. On va entrer en contact avec les populations maoris qui ont des tatouages tribaux, rituels, qui en tout cas, ne semblent rien représenter aux yeux d'un Européen, c'est-à-dire qui ne sont pas figuratifs. Les Romains se tatouaient des lettres,
parfois des animaux sur la peau. Généralement, c'était pour marquer les esclaves. Euh, le, euh, les Maoris, les guerriers en particulier, ont des tatouages qui ne ressemblent à rien. Euh, c'est précisément ce qui va intéresser Kant. Il va dire peut-être qu'un jour il y aura un art qui sera pas figuratif, ce qu'on appelle, nous, l'art abstrait. C'est ça. Un art qui plairait uniquement par sa forme, mais qui ne figurerait rien, qui s'émanciperait complètement de la beauté adhérente et qui plairait simplement par des jeux de couleurs et de formes. Ça, seule la nature en est capable, pour le moment. Alors, comment comprendre, donc, le rapport qu'il peut y avoir entre le plaisir esthétique et le sentiment du respect? Ça va être l'objet du dernier texte de Kant que nous allons lire. C'est l'alinéa 42 de la critique de la faculté de juger. Le paragraphe 42. Dans la mesure toutefois où la raison est aussi intéressée à ce que les idées, pour lesquelles elle produit dans le sentiment moral un intérêt immédiat, possèdent également une réalité objective, c'est-à-dire à ce que la nature montre du moins une trace ou donne un indice qu'elle contient en soi quelques principes conduisant à supposer un accord obéissant à une loi entre ces produits et notre satisfaction indépendante de tout intérêt, laquelle satisfaction nous reconnaissons a priori comme constituant pour chacun une loi sans pouvoir fonder cette reconnaissance sur des preuves, la raison doit nécessairement porter un intérêt à toute expression d'un tel accord par la nature. Par conséquent, l'esprit ne peut réfléchir sur la beauté de la nature sans s'y trouver en même temps intéressé. Or, par affinité, cet intérêt est moral, et celui qui prend un intérêt au beau de la nature ne peut le faire que dans la mesure où auparavant il a déjà établi sur des bases solides son intérêt pour le bien moral. En ce sens, chez celui que la beauté de la nature intéresse immédiatement, on a quelques raisons de supposer pour le moins une disposition à être un esprit moralement bon. Alors que nous dit Kant? On va revenir au cours sur la morale. Qu'est-ce que c'est que agir par devoir pour Kant? Agir par devoir pour Kant, agir moralement pour Kant, c'est agir de manière désintéressée, au sens où, euh, lorsqu'on agit moralement, ce n'est pas pour satisfaire nos intérêts particuliers. Je pense que on l'a dit suffisamment, si vous voulez. Mais, lorsqu'on agit moralement, on peut éprouver une satisfaction. Et ce sentiment de plaisir, en fait, lorsqu'on agit moralement, est d'un genre très particulier parce que c'est un plaisir qui est désintéressé. On pourrait dire que c'est un intérêt qui est désintéressé. On agit par morale, on agit par devoir, et en fait, on s'intéresse au bien, et cet intérêt n'est pas particulier, mais il est universel. C'est un intérêt qui n'est pas intéressé au sens où on l'entend habituellement. Qu'éprouvons-nous face à la beauté naturelle? Exactement la même chose. C'est-à-dire que le plaisir que nous avons face à la beauté de la nature, c'est pas un plaisir qui est intéressé. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, un plaisir de possession ou de domination. Ce n'est pas un plaisir qui va dans le sens de nos intérêts particuliers.
Mais en revanche, c'est un plaisir qui a un intérêt, au sens où on s'intéresse à la beauté naturelle, pour précisément pouvoir la contempler. Et donc, dit Kant, il va y avoir une analogie, il va y avoir une similitude au niveau de la forme du jugement, une analogie entre le jugement moral et le jugement esthétique sur le beau, parce qu'on en tire une satisfaction qui n'est pas intéressée, une satisfaction qui est désintéressée. Donc, la personne qui est sensible à la beauté naturelle, on a de bonnes raisons de supposer, dit Kant, qu'elle sera également sensible au bien moral, qu'il y aura d'une certaine manière une disposition au jugement moral chez la personne qui est sensible à la beauté. Pour le dire encore autrement, le jugement sur le beau peut nous conduire, c'est vieux comme Platon, cette idée, le jugement sur le beau peut nous conduire au jugement sur le bien. C'est peut-être dans la nature que nous tirons, de la nature que nous tirons, le sentiment de respect moral que nous éprouvons pour les personnes. La genèse de la morale, elle se trouve peut-être dans la nature, en fait, dans l'admiration que nous pouvons éprouver pour la beauté naturelle. Est-ce que ça va? Ça va à peu près? Alors, on fera la troisième partie vendredi. Et donc la question qu'on posera, vous pouvez noter le grand 3 d'ores et déjà. Grand 3, peut-on traiter la nature comme une personne? Comme une personne morale? Bon, bah, bon courage pour demain.